Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ses 10 000 pas. Je m'appelle Ismail Ouslimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, mes entreprises spécialisées en transformation physique et en mieux-être. Et dans ce podcast, nous discuterons de philosophie de vie à la lumière de l'actualité afin de développer un mental d'acier et de conquérir le monde. Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus écouté du game, le plus authentique du game, le plus fractionné du game et le plus news du game. Aujourd'hui on se retrouve pour cette deuxième partie de l'épisode 34 et on va faire la rubrique d'actualité de la semaine, une semaine multicolore, une semaine presque arc-en-ciel, une semaine qui va nous faire parler, de beaucoup de choses. Pas besoin de plus de blabla. Jingle. Rubrique numéro 2, les news de la semaine, c'est parti. Rubrique numéro 2, les news de la semaine. On commence avec quelque chose de... J'ai rien de très drôle. Cette semaine, j'ai rien de très drôle, mais c'est quand même drôle. Donc c'est un témoignage RMC. Une victime de cambriolage condamnée pour avoir séquestré le voleur. Donc, je vous explique la situation. C'est un mec qui appelle, je sais pas, je crois qu'il y avait un thème sur RMC, vol, cambriolage, la victime livrée elle-même. Bon, j'ai pas envie de mettre le bad, mais c'est vraiment un fléau en France, beaucoup d'impunité, on peut pas vraiment... Enfin, en fait, bon bref, le pays est dans une situation telle que les keufs n'ont plus rien à foutre, enfin c'est catastrophique quoi. Ils peuvent pas faire grand chose non plus, ils sont assez pieds et poings liés sur certaines choses, ça dépend beaucoup des tribunaux, c'est-à-dire de la partie 2. Les tribunaux sont pas efficaces, pourtant il y a des lois créées pour ça, mais visiblement ils veulent pas construire de prison et construire des écoles, hein, c'est un peu ça le principe, sauf que je pense que l'école, une fois que t'as 16 piges, c'est un peu trop tard. Mais voilà, à part dans les films intéressants avec Omar Sy. Donc une victime de cambriolage condamnée pour avoir séquestré le voleur. Donc on a un mec qui appelle, t'as un mec qui appelle, qui est chef d'entreprise, qui dit qu'en gros, il est surtout chef de famille, et il y a d'ailleurs, passage, quand des cambrioleurs entrent dans la maison, le féminisme... Tu sais, il y a une roulotte de foin, là, comme dans les westerns. Voilà. Donc il y a juste une chose qui se passe, c'est que c'est l'homme de la maison qui prend qui commence à agir. Et en fait le mec il a mis une balayette au cambrioleur, ils étaient 3 et il en a retenu un. Bon, il nous explique qu'il a retenu tranquillement, bon je pense qu'il lui a mis des bonnes gifles, hein, ce qui était... c'est pas qu'elles étaient méritées, c'est qu'en fait c'est un prélude, c'est une introduction à la suite, normalement. Donc voilà, donc bien joué à lui, il a pu éviter quelque chose de très grave. Moi j'assimile les cambriolages à des viols. Je considère que c'est un viol évident, c'est pas que je considère, c'est que c'est un viol évident de la propriété, mais je n'ai jamais été cambriolé, mais j'essaie de me mettre à la place des gens qui l'ont été. Ta maison ne t'appartient plus, quelqu'un est venu et l'a souillé et pourrait recommencer, donc il y a un sentiment d'insécurité, le fameux sentiment d'insécurité qui est vraiment exacerbé, qui est en permanence, qui peut créer des troubles psychologiques, hein, de paranoïa, bien que c'est pas de la paranoïa, hein, puisque les mecs ont été victimes, donc c'est que voilà, etc. Et puis bon, même les trucs matériels, des dommages, rentrer, voir une maison ouverte avec tout, enfin ça doit être affreux. C'est affreux, et pour cette raison, il doit y avoir des sanctions similaires à celles qu'il devrait y avoir pour les violeurs. Il n'y a pas pour les violeurs, donc les cambrioleurs, c'est pas encore c'est pas prêt de changer. Donc voilà, et donc il l'a séquestré, et il dit que son cambrioleur, il a appelé les keufs, la police, son cambrioleur a pris 6 mois, son cambrioleur de sursis, important de dire de sursis, hein, parce que la France adore le sursis, et important, le cambrioleur a porté plainte pour séquestration. Il est entré dans cette maison contre son gré, visiblement, il a été retenu en tout cas dans cette maison, il avait prévu de partir directement avec les bijoux, avec tout. Moi, monsieur le juge, j'avais prévu de partir, j'ai jamais prévu de rester dans la maison. Il y a malentente là, il y a un malentendu. Donc le mec, il arrive dans la baraque pour faire un cambriolage, ils arrivent à 3, c'est gros fils de pute. Je rappelle que ça peut déboucher, vu qu'on a affaire à des gens qui n'ont aucune espèce de peine, ni de pitié, ni de projet dans la vie, ça peut évidemment déboucher sur des choses mortelles,
sur des drames, bon, outre le choc en plus pour des enfants ou même des femmes, même tout le monde, hein, mais en particulier les enfants qui voient ça, parce que si tu te fais cambrioler et que t'es chez toi, bon, bah t'assistes au truc, c'est horrible. Outre ce traumatisme, on peut avoir on peut avoir des issues terribles en fait, des issues Orange Mécanique, des trucs horribles. Donc c'est très 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 grave les cambriolages. Moi je plaisante pas avec ça, hein. Je vous le dis, ne me mettez pas au pouvoir parce que je vais nous faire tous gagner du temps. Vous avez jamais gagné autant de temps que quand je vais mettre Zero to Hero, le programme Zero to Hero présidentiel, je vous le dis tout de suite. Donc, et le mec porte plainte. Il porte plainte. Le culot. Le culot, normalement, dans des pays normaux, il peut plus porter plainte parce qu'on lui a coupé soit les mains pour écrire, soit la langue. Soit les deux, avec des options, quoi. Il porte plainte contre le mec pour séquestration, et le gars a pris 2 ans de sursis. Il a rien demandé. Il a rien demandé. Il paye comme un chien, ce chef d'entreprise. Il se fait taxer comme un chien, comme un pigeon, comme on est tous là, des Français. On se fait humilier. Et il a rien demandé. Il y a 3 mecs qui se pointent chez lui. Il arrive à en attraper un, lui sauter dessus. Il prend 2 Vous avez compris ou pas? Ouais. Il y a des images en noir et blanc qui viennent de passer dans le cerveau. Non, donc bon, c'était la petite news rigolote. C'est insupportable. Moi, j'ai un ami où ça lui est arrivé une situation similaire, où son gros-père le boulanger, avec ses grosses mains qui ont bien pétri du pain pendant 365 ans, 365 jours par an, il a attaché le cambrioleur. Il m'a dit, mon pote, il m'a dit que son père il lui a mis des gifles. La chaise, elle titubait. Il n'y a pas eu de sursis, hein. Le voleur a oublié cette partie de la déclaration quand il a porté plainte, il n'y a pas eu de sursis. Il l'a attaché avec des cordes et tout. À ne pas faire. Attention, attention, il y a une loi en France, faut respecter ceux qui ont le monopole de la violence, il y a des policiers, à ne pas faire. Moi, si j'attrape un voleur, déjà, je lui propose de prendre un petit complexe créatine au thé, au saveur citron vert lime, je lui mets un petit glaçon dedans, je lui dis, écoute, j'ai envie qu'on règle ça à l'amiable, si tu veux, tu me rends la moitié de ce que tu m'as volé, tu peux baiser ma femme, parce que quand même, bah, t'as pas de chance dans la vie, t'es pas né avec ce privilège, tu vois, t'es pas né avec un privilège, tu peux te vider les couilles dans ma femme, juste pas en levrette, voilà. Putain, mais c'est à ce niveau-là, quoi. Ce pays en est rendu à ce niveau-là. Donc voilà, je vous recommande vraiment le dialogue, la négociation, l'amiable, si possible, n'appelez pas les flics. Pourquoi on va saloper la vie? C'est jouer le jeu, c'est jouer le jeu de Jean Messia. Ça fait longtemps que j'ai pas suivi Jean Messia, mais il me fait rire. Ses vidéos me faisaient rire sur Twitter. C'est jouer son jeu. Non, on va pas condamner un pauvre homme qui en est rendu au cambriolage pour gagner sa vie de manière plus ou moins honnête. Non, il faut entamer le dialogue, comprendre les causes, hein, finalement, les causes de son comportement. Est-ce qu'on s'intéresse parfois au cheminement et à la route de ces pauvres gens? Est-ce que quelqu'un leur a tendu l'oreille un jour pour recueillir leur récit? Non, tout de suite. Tout de suite, on les séquestre. Tout de suite. Et oui, et peut-être que ces gens ont une raison, peut-être qu'ils ont rien, peut-être que ces gens, faudrait leur donner, et vous avez tout. Je propose, hein, on va développer un peu le programme présidentiel Zero to Hero. Je propose, avant de condamner ce genre de personnes, enfin les cambrioleurs là, avant de les condamner avec des choses particulières, je propose d'organiser des séminaires et des stages sur des îles qui pourraient servir de bagne, hein, pour la suite, avec tous les gens qui ont le discours que je viens de vous tenir là juste avant sur faut comprendre les raisons, je sais pas quoi. Je propose, tranquillement, voilà, parce que les raisons, on peut les comprendre après coup, hein. Moi, vous savez comment on marche, hein. On coupe, et ensuite on discute. C'est horrible. C'est horrible. Parce que j'exagère complètement en plus. Ne croyez pas que je veux couper des membres. Bon, il y a certains systèmes qui sont passés par là.
avec les résultats qu'on leur connaît. C'est pas une méthode à jeter à la poubelle. C'est pas forcément la méthode que je préconise, mais il faut savoir être tolérant et respecter les visions de chaque... voilà, c'est culturel au bout d'un moment, tu vois. Donc moi je propose aux fils de pute qui développent des histoires à dormir debout, parce qu'ils savent qu'à la fin, il y aura, à l'issue de leur tirade, il y aura pas une balayette, alors que normalement, en fait, ils arrivent pas au bout parce qu'ils se sont pris une balayette à mi-chemin de leur dialogue stupide, là, leur discours à la con. Je leur propose des séminaires, des petits stages de mise en situation sur une île avec pas de flics, parce que ACAB, voilà, All Cops Are Bastard, pas de flics et tout. Petit stage de survie, Koh-Lanta, Koh-Lantours, je sais pas comment on va l'appeler, où ils peuvent expérimenter l'apaisement et le dialogue avec ces gens-là pour voir si ils arrivent à des compromis. Au bout de 2 semaines, 1 mois peut-être, pour les cas les plus graves, au bout d'1 mois, on les rapatrie, s'il reste quelque chose, et on leur demande si ils veulent repartir pour 1 mois, ou s'ils vont décider de fermer leur gueule parce qu'ils nous cassent les couilles. Voilà. Donc je propose ce genre de dialogue, hein, moi, vous savez que je suis très scientifique, et j'aime beaucoup les expériences. Vous savez que je m'appuie sur des articles scientifiques, mais je préfère les produire moi-même, donc pourquoi pas faire un grand article scientifique, peer review, en double aveugle, il y aura beaucoup d'aveugles à l'issue de cet article scientifique. Je me propose avec un échantillon assez coriace, hein. Je pense qu'on peut en foutre facilement 200 000. Bon, next news. La Suède, on part en Suède. La Suède est en avance dans le cucking, mais du coup en avance dans, comment on dit, la rédemption. La rédemption. Et aujourd'hui, on le voit avec un cas particulier. Donc oui, il y a un cas précédent faut que je vous cite avec les pays un petit peu nordiques, là, Finlande, Norvège, Suède. C'est quelque chose que quelqu'un qui connaît pas du tout ces régions-là vous dirait. Là, je suis en train de mettre tout dans un gloubi-boulga, mais on s'en branle. Globalement, je m'en branle, hein, de tous. Je suis allé à Stockholm, c'est une très belle capitale, au passage. Tous ces pays un peu nordiques sont à la pointe du progressisme, et ont notamment expérimenté, il y a déjà des années, hein, ils ont tiré les conclusions, le délire de forcer les filles à devenir ingénieurs, en gros, pas de les forcer, mais de les orienter vraiment, vraiment à fond, parce que comme on le sait tous, si les ingénieurs sont en surreprésentation des hommes, c'est parce que la société est misogyne, voilà. Et sexiste, et empêche les femmes, et si ceci, cela, voilà, s'il y a plus d'infirmières que d'infirmiers, je sais pas quoi, c'est pas du tout pour des centres d'intérêt différents qui pourraient être dictés par des corps différents, hein, pour dire dans l'ensemble, pour pas parler de cerveau et d'hormones, mais c'est dicté par la société, parce que tout le monde sait que la société peut anéantir des millions d'années d'évolution, comme ça, bim. Il suffit d'avoir un président qui a suffisamment de charisme, comme tout le monde le sait. Bref, donc ils ont testé ce forcing au niveau de ce qu'ils appellent l'égalité des chances, je sais pas quoi, pour en gros ne pas orienter les mecs à faire un certain type de métier, physique, mécanicien, chantier, nanan, et ne pas orienter les meufs, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient à la fin du compte des statistiques encore plus tranchées qu'ils avaient avant. Il y avait encore plus de mecs qui faisaient du chantier et des ingénieurs, et encore plus de meufs. Donc ça a été complètement contre-productif, ce qui est une preuve de l'escroquerie de la construction sociale. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de construction sociale dans rien, hein, c'est pas ce que je dis, sinon sinon mon discours pour plus ou moins, pas lutter, mais pour critiquer les constructions sociales auxquelles on assiste actuellement, n'aurait pas de sens si je disais que ça n'existe pas, construction sociale. Par contre, il est évident qu'il y a des tendances naturelles, et que aucune construction sociale, aussi stupide puisse-elle vous paraître, n'a d'avenir là-dedans, elle ne tiendra pas. Donc moi, je peux en faire la critique et m'en amuser, mais la preuve, c'est que même quand on n'en fait pas la critique et qu'on est à fond dedans, ça ne tient pas. Donc il y a ce passif-là qui est à ne jamais perdre de vue. Voilà. C'est juste qu'on perd beaucoup de temps. Moi, je critique ça pour qu'on arrête de perdre du temps, qu'on arrête de mongoliser, qu'on arrête de se tirer vers le bas, etc., etc. Parce que j'ai une meilleure opinion de moi-même que d'être une victime éternelle et de tirer tout le monde vers mon niveau éclaté au sol. Donc, je vous lis l'article, c'est rapporté par Le Monde. Le Monde qui, au passage, a refait un article pour appuyer quotidien sur ces gens obsédés par le sport et la nutrition et prendre soin d'eux. Ils sont vraiment pathétiques, au passage. C'est vraiment, ça me met très mal à l'aise, parce que j'imagine pas le niveau de lâcheté qu'il faut pour écrire ça en pensant qu'on est pertinent, intelligent, etc. Il faut vraiment être là.
Enfin, c'est catastrophique. Je vous parle pas en termes de physique, hein, même si un physique de l'âge porte son nom pour une raison quand même précise. Mais en termes de pensée profonde, de comment ces gens-là vont réagir si un jour il y a la merde ou quoi, mais je les veux pas à 70 000 années-lumière de mon cercle d'amis proches. Hein. Ces gens-là sont pas fiables du tout. Pas fiables du tout. Et ça en jette, quoi. Ça en jette. C'est des énormes traîtres. On le sait tous, on le vérifie à chaque instant, mais c'est des énormes traîtres. Parce que pour dire que les gens sont obsédés par le sport et la nutrition, mais oulala, oulala. Bref, la Suède juge les écrans responsables de la baisse du niveau des élèves et veut un retour au manuel scolaire. Très intéressant. Visiblement, la Suède a expérimenté de virer apparemment, hein, de ce que j'ai lu, je vais vous lire, de virer tous les manuels scolaires et d'avoir uniquement des écrans dès le plus jeune âge. Ça puait la merde depuis le début. Tous les projets des municipalités à la con avec vos impôts pour blinder d'ordinateurs et de tablettes les écoles primaires, les collégiens, etc. sont des escroqueries de détournement d'argent. Et je veux pas faire d'accusation, hein, je prends des pincettes quand je dis ça, mais il faudrait voir quelles entreprises ont gagné l'appel d'offres et combien de mecs qui ont participé à ce que ces entreprises gagnent l'appel d'offres vont, dans 2 ans, aller travailler pour cette dite entreprise, parce que ça, c'est un truc qui se passe énormément dans le monde politique, ça, faut que vous le sachiez, que ce soit dans le domaine pharmaceutique, que ce soit dans le domaine des grandes industries. Il y a eu récemment ce truc avec LVMH, de gens qui ont facilité dans la cour, je sais plus quoi, européenne, qui ont facilité un emprunt au zéro auprès de la Banque Centrale Européenne pour le rachat de Tiffany & Co. Et qu'est-ce qu'on apprend ensuite? Que la personne qui était en gros la responsable de cet accord va 2 ans plus tard travailler dans la haute direction du groupe LVMH. Donc il y a des conflits d'intérêts, même si ça veut pas dire un conflit d'intérêts n'est pas synonyme de scam. Il y a quand même des gros problèmes à ce niveau-là. Bon, dans le pharmaceutique, le médical, je vais pas vous faire de dessin, je pense qu'on a tous tiré des leçons. Normalement, si on a un cerveau et qu'on n'est pas un débile mental de zététicien du Covid et des 3 dernières années, là, des 2 dernières années, je pense qu'on a compris les conflits d'intérêts gigantesques. Et en général, on a des gens du monde politique qui vont ensuite travailler pour les cabinets qu'ils ont favorisés. Donc voilà, ça faut le garder en tête. Donc encore une fois, pour tout ce qui est tablette, etc., il faudrait... j'ai la flemme, mais si on avait des journalistes compétents, il y aurait des enquêtes dès le départ dirigées vers ça. Mais bon, c'est peut-être complotiste, tu comprends. Donc, je vais vous lire l'article. Est-on allé trop vite, trop loin, trop tôt? Alors, première chose qui va pas, c'est que quand tu observes un échec, c'est pas parce que tu y es allé trop vite ou trop tôt. Un échec est un échec, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est quoi? Les cerveaux sont pas encore prêts pour prendre que du numérique? Ah bon? Dans 20 ans, ça ira mieux, on peut refaire l'expérience? Qui a écrit cette merde? Anne-Françoise Hiver, correspondante régionale, à Malmö, ça se prononce, je crois. Bon, déjà, la première phrase est agaçante parce que ces journalistes sont des incompétents. Depuis quelques mois, cette petite musique monte en Suède. Elle questionne la place des écrans et du numérique dans les établissements scolaires du royaume, remise en cause par les professionnels de la santé. Le 15 mai, la ministre des Écoles, Lotta Edholm, a réagi en enterrant la stratégie de l'Agence nationale de l'enseignement scolaire en faveur de la poursuite du numérique présentée en décembre 2022. Ah oui, donc ils ont réagi très vite, hein, visiblement. À l'époque déjà, la ministre avait exprimé ses doutes dans une tribune publiée dans le journal Expressen le 21 décembre. Elle y qualifiait l'usage du numérique dans les écoles suédoises d'expérimentation et s'agaçait de l'attitude dépourvue d'esprit critique qui considérait avec désinvolture la numérisation comme bonne, quel que soit son contenu. C'est très intéressant ce qu'elle dit et je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte qu'il y a cette mouvance de pensée détachée de la réalité qui considère à dire qu'on n'arrête pas le progrès et donc que la numérisation demain, pour comprendre le monde de demain, il faut être plongé le plus tôt possible dans un monde numérique, dans un monde d'apprentissage 100% tablette, internet, etc., etc. Et en fait, cet argument n'a pas de sens. Il n'a pas de sens du tout. Déjà parce que on oublie qu'il y a ce qu'on appelle l'extrascolaire. C'est pas rien, hein. Je sais que les gens abandonnent leurs enfants toute la semaine à l'école, mais l'extrascolaire, c'est pas rien normalement. Et subissent le week-end, mais c'est pas rien. Donc c'est fait pour aussi ce développement dans tous les autres aspects. Je veux dire, je pense qu'à l'heure actuelle, on n'a pas besoin d'apporter plus d'écran
aux lycéens. Je pense que les lycéens, en dehors des cours, ils sont bien. Niveau Google et tout, ça va, ils maîtrisent un peu les outils. Alors pourquoi pas avoir dans des trucs un peu plus supérieurs, fin de lycée, même l'enseignement supérieur, avoir des compréhensions et des maîtrises des outils d'intelligence artificielle, euh, dans l'optique de s'en servir comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des outils, et donc de comprendre comment les utiliser de la meilleure façon. Pourquoi pas avoir ce genre de choses. Pourquoi pas l'avoir même au collège, à la place des cours par exemple de technologie, qui, on va pas se mytho, sont souvent inutiles et très bizarres, hein. Souder des résistances pour faire une horloge à la con, ça aide des personnes dans la vie, en fait, c'est la réalité. Donc pourquoi pas faire ça. Par contre, baser l'intégralité de l'enseignement sur la numérisation totale, ok, vous allez prendre le PDF, page je sais pas quoi, truc, c'est mauvais, mauvais, et moi je vais expliquer pourquoi j'avais cette intuition, et voilà, bah ça le vérifie. En fait, ce qui se passe, c'est que dans l'enseignement, quand vous apprenez des choses, plus vous utilisez de sens en réalité, plus vous imprégnez votre cerveau. Et c'est très important d'avoir ce sens du toucher. Quand vous touchez des choses avec votre tablette, c'est pas du tout la même chose que quand vous avez ce stylo et ce papier. Et aussi triste, je suis le premier à en être triste que ça puisse paraître, on n'a pas battu le papier et le stylo. On peut faire encore 2000 ans de progrès technologique, nous n'avons pas battu. Il y a cette inscription, quand on note des choses, même quand on note des choses pour soi-même, dans les trucs de développement personnel et tout, ça a plus de pouvoir d'imprégner nos cerveaux que si on le tape sur un ordinateur. Donc tous les petits cucks là, en fac qui se ramènent avec leur MacBook pour bien montrer qu'ils ont acheté un MacBook et qui tapent sur l'ordinateur, c'est peut-être plus rapide que d'écrire, mais ça n'a pas la même puissance de pénétration de votre cerveau qu'un papier et un stylo. Ça, il faut bien le comprendre. Et en réalité, et c'est par exemple la méthode utilisée par le système Montessori, et particulièrement dans les petites classes, pitié, préservez vos enfants de la surconsommation d'écran, surtout autour de 3 ans, parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que oui, il faut les éloigner des écrans avant 3 ans, ce qui est vrai, le moins possible, parce que bon, des fois, bah, c'est comme ça, on va au restaurant ou quoi, truc, ça peut dépanner, et je vous le dis, on a beau développer un discours parfait, la réalité est ce qu'elle est, mais le plus possible dans cet apprentissage. Et après, ils se disent, bon, bah c'est bon, 3 ans sont passés, allez, tu vas prendre les dessins animés, les trucs, et c'est à partir de cet âge-là qu'ils commencent à être vachement laissés devant des écrans. Alors que c'est l'âge super important, là, 3 ans, là, il commence à construire son imagination, vraiment, il commence à inventer des histoires quand il commence à jouer. De toute façon, il y aura tout un podcast où je vous parlerai un petit peu de ma vision de l'éducation et de la parentalité, de mon expérience, et c'est super important qu'il en ait le moins possible. Ça a un intérêt, parce que ça développe aussi son imagination. Moi, Mars, il connaît la patte patrouille, il connaît ses dessins animés, il a ces références-là, c'est intéressant de ce point de vue-là. Par contre, pour son cerveau, pour la création de son imagination, même de sa personnalité, c'est super important d'éloigner ça. Et donc, pour en revenir à mes moutons, le concept par exemple, d'école comme Montessori, moi Montessori avant je pensais que vraiment c'était un truc de bobo qui se diagnostique au potentiel intellectuel avec un test de QI sur internet, je sais pas quoi. Et en fait c'est une méthode super intéressante qui utilise tous ces sens-là. Et vous voyez quand vous avez des enfants qui vont aller découvrir par exemple une carte, un globe, ils vont toucher les continents avec leurs doigts, et le globe sera fait de telle manière à ce que certains continents aient une texture différente. Par exemple, l'Afrique aura une texture différente de l'Europe, de l'Amérique du Sud, etc., parce que ça imprègne le cerveau de plein d'autres manières, de plein de manières différentes, ça stimule et ça développe plein de zones du cerveau. Pareil pour les langues étrangères, etc., dès le plus petit âge. Moi, je pensais que c'était un truc de con et de bobo, et en fait, ça développe une partie du cerveau qui après la croissance, à partir de 12 ans, je crois, n'est plus développé. Enfin, n'est plus. Non, enfin, c'est pas n'est plus développé, mais n'est pas stimulé. Écouter des langues étrangères dans une certaine tranche d'âge utilise plusieurs zones de cerveau, alors que plus tard, ça utilise qu'une seule. Vous voyez, c'est quelque chose que je résume assez de manière un peu abrupte comme ça, là, mais. Voilà, et donc l'utilisation du sens du toucher, le fait d'écrire soi-même, de lire, de voir tout de suite ce qu'on écrit, ça, c'est des choses qu'on ne sait expliquer, hein, parce qu'il faut comprendre un truc, c'est que la science en est à ses balbutiements, c'est ridicule, on comprend énormément de choses, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, on comprend énormément de choses, mais on les comprend jusqu'à ce qu'on découvre qu'en fait on n'avait pas compris exactement comment ça marchait, que c'était beaucoup plus complexe que ça. Le corps humain, c'est quelque chose de magnifique, qui est une combinaison unique qui permet de fonctionner tout le reste, quoi.
Et donc, il y a énormément de choses que la science ne sait pas expliquer. Par contre, c'est des choses qu'on observe. Et il va falloir se laisser énormément de temps, de budget et de recherche pour comprendre. Et c'est pas parce qu'on observe des choses, je vous dis, le stylo, le papier, et qu'on peut pas forcément toutes les expliquer par ces IRM du cerveau pour mesurer quelles zones s'activent, etc., que on maîtrise tout. Il nous manque énormément d'infos qui font que, je vous le dis, tout ça, c'est des choses qui ont fait leurs preuves aussi. Ça a fait ses preuves. Bon, je vais pas revenir sur les profs d'histoire dont j'ai parlé la dernière fois, mais le fait est que le papier stylo, ça a fait ses preuves quand même un petit bout de temps. Donc, c'est évidemment une très mauvaise idée de surnumériser l'éducation. Il peut y avoir des cours très intéressants qui deviennent intéressants justement grâce à la numérisation, notamment du professeur vis-à-vis du tableau, vis-à-vis de ça. Par contre, pour les élèves, je pense qu'il faut rester sur quelque chose d'assez archaïque, entre guillemets, c'est-à-dire le stylo, le papier. Donc je vous lis la suite, conduisant à la mise à l'écart du manuel scolaire dont elle rappelait qu'il a des avantages qu'aucune tablette ne peut remplacer. Pour y remédier, le gouvernement de centre droit a annoncé qu'il allait débloquer 60 millions d'euros cette année et 44 millions d'euros par an en 2024 et en 2025 pour accélérer le retour des manuels dans les établissements scolaires. Cela fait partie du retour à la lecture à l'école au détriment du temps d'écran, expliquait la ministre. Objectif, garantir un livre par élève et par matière. Donc, moi, si vous voulez, en lisant ça, j'ai halluciné. Parce que déjà, il y a eu un investissement colossal pour faire un essai. Vous auriez demandé au Raptor, je vous l'aurais dit que c'était de la merde. Et donc, imaginez, donc là, il va y avoir 100 millions d'euros investis pour racheter des livres. Imaginez le prix pour acheter des tablettes et tout. Et surtout, on est en train de revenir à un livre par élève. C'est une révolution, ça. Mais c'est aberrant, en fait. C'est aberrant. Ils avaient totalement supprimé les manuels scolaires, mais c'est aberrant. C'est aberrant. Ils sont allés directement à l'extrême, quoi, au max. Je vous lis la suite. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Depuis une quinzaine d'années, les écrans ont progressivement remplacé les manuels. À partir du collège, surtout, les élèves passent de plus en plus de temps devant les ordinateurs, en général fournis par l'établissement. Peu importe les matières, ils doivent se connecter à Internet pour chercher des informations en ligne, rédiger un devoir ou faire leur révision. Ouais, en plus, voilà, ça crée une dépendance à Internet, donc ensuite ça crée des déséquilibres parce qu'on n'a pas tous le même accès à l'ordinateur à la maison, on n'a pas tous accès au même débit Internet, même si je pense qu'aujourd'hui tout le monde a la fibre plus ou moins, mais on sait jamais. On n'a pas tous accès au même nombre d'ordinateurs disponibles à la maison, etc. Donc ça crée évidemment des déséquilibres et ça peut même créer des embrouilles dans la famille. Alors que le manuel scolaire, le livre, ça permet aussi aux parents de venir travailler, de pas avoir cette coupure où parfois bah, ils sont pas très forts en internet, en ordinateur, en trucs, ils peuvent pas vraiment contrôler les choses. Alors que le manuel scolaire, on sait ce que c'est, il y a des exercices, truc. Ça permet plus aussi d'autonomie. Je suis pas sûr que sur, enfin, je sais pas en fait. Je suis pas sûr que sur internet en ligne, ils vont aller faire plus d'exercices qu'il faudrait. Alors que dans un manuel scolaire, tu peux faire tous les exercices qui te plaisent tant que tu y arrives, etc. Bon, bref. Donc voilà, ça c'était pour ce premier article qui, ma foi, je trouvais ça assez intéressant. Ensuite, on va parler de beaucoup de couleurs, de l'arc-en-ciel. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. On finira par ça, si on a du temps, parce que c'est tellement grand là comme sujet. On va parler d'un article rapporté par le Figaro qui m'a choqué profondément. Après avoir dénoncé un viol collectif au bois de Vincennes, une jeune femme reconnaît avoir menti. Elle avait expliqué aux policiers avoir été agressée et enlevée par 3 hommes à son retour d'un concert de jazz à Paris, puis avoir subi un viol collectif. Elle avait en réalité tout inventé. Une jeune femme de 27 ans sans antécédents judiciaires est désormais poursuivie pour dénonciation mensongère à une autorité judiciaire entraînant des recherches inutiles, a appris le Figaro auprès du parquet de Créteil. La jeune femme avait raconté avoir été encerclée et menacée mardi 9 mai vers 1h du matin alors qu'elle venait de sortir de la station de métro Porte de Vincennes sur la ligne 1. Selon son récit, l'un des agresseurs lui aurait alors mis un objet dans le dos, faisant penser à une arme, tandis qu'un autre lui aurait ordonné d'éteindre son téléphone. Le troisième homme lui aurait fait inhaler une substance contenue dans un flacon, lui faisant perdre connaissance. Elle avait ensuite indiqué s'être réveillée au petit matin à moitié nue dans le bois de Vincennes, sa robe remontée jusqu'aux hanches et sans sous-vêtements. Une enquête pour viol en réunion avait été ouverte. Après avoir étudié sa téléphonie et les images de vidéosurveillance, les enquêteurs se sont aperçus qu'il y avait des incohérences dans son récit. La jeune femme est d'abord revenue sur ce qu'elle faisait en première partie de soirée. Elle n'était pas à un concert de jazz, mais avait en réalité passé la soirée avec un ami. Placée en garde à vue lundi 15 mai au matin, la plaignante a finalement reconnu avoir menti et tout inventé.
Elle sera jugée le 27 septembre prochain devant le tribunal correctionnel de Créteil. Elle risque 6 mois d'emprisonnement et 7500 € d'amende. Alors pourquoi ça me pose beaucoup de problèmes? Ça me pose beaucoup de problèmes, premièrement parce que quand on a entendu son récit, parce que ça a fait parler, hein, c'était suffisamment glauque pour coller à ce qui peut se passer dans ce pays, et c'est évidemment extrêmement grave le récit qu'elle a livré. Il y a un problème de manque de respect, premièrement, vis-à-vis de toutes les victimes de ça. Il y a un manque de respect et de considération en croyant que c'est un jeu qu'on peut inventer pour ceci, cela. Donc ça, c'est extrêmement grave, et ça vient d'une femme. Donc c'est pour ça que il faut arrêter avec les délires de les hommes contre les femmes, je sais pas quoi. Ça vient d'une femme. Les féministes là, avec leur délire de féminicide, je sais pas quoi, ça vient d'une femme là qui leur qui leur manque de respect, qui me crache à la gueule de tout. C'est un crachat à la gueule de toutes les victimes de ce genre d'actes atroces, de torture, de ce que vous voulez. Donc ça, c'est déjà un problème phénoménal. Le deuxième problème, c'est qu'on assiste à de plus en plus d'accusations mensongères. Et que là, il y a personne qui s'est fait montrer du doigt, encore heureux, hein, parce que ça collait pas au récit tout de suite de l'imagination de la meuf, mais ça aurait pu être catastrophique. Et ça a déjà été dans le passé catastrophique avec des accusations terribles. Donc il y a un grave problème là-dessus, et à l'heure où on demande à ce que la parole des victimes soit de plus en plus entendue, prise en considération, il faudrait être un mongolien pour dire non, on veut pas, bien sûr qu'on veut ça. Par contre, on a des... Comment? On a des... J'ai perdu le mot, mais vous savez très bien ce que je veux dire. Voilà, à ouvrir ses oreilles et à croire sur parole tout le monde. Parce que le problème, c'est que les femmes ne sont pas nées dans un arc-en-ciel, ne sont pas nées je sais pas quoi, c'est des êtres humains, et elles mentent. Elles peuvent mentir, je vous apprends, les femmes ne sont pas uniquement bercées de bonnes intentions et de choses, et elles peuvent manipuler, et elles peuvent faire des choses... ouais, enfin, c'est pourquoi je perds mon temps à dire qu'il y a des gens qui peuvent mentir? C'est quoi ce délire, en fait? On a tellement divinisé les meufs que maintenant on considère qu'une meuf ne peut pas mentir parce que... Non, non. Elles peuvent mentir sur des sujets extrêmement graves. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que bon, alors elle est poursuivie pour dénonciation mensongère à une autorité judiciaire entraînant des recherches inutiles. Donc oui, il y a une perte de temps pour la police, il y a beaucoup d'émoi suscités dans son entourage, je pense que c'est terrible, il y a une pression à supporter pour tout le monde, enfin c'est horrible en fait, c'est horrible d'infliger ça à son entourage, et moi qu'est-ce que ça montre? Définitivement un manque total de responsabilité. Cette personne est irresponsable, elle a 27 ans, ce qui est très très grave, elle a pas 16 piges, hein. Elle a 27 ans, c'est une irresponsable notoire. Donc pour moi, il faut commencer à supprimer des droits de vote. Il faut les supprimer. Là, cette personne ne doit plus jamais donner son opinion en public. Point barre. C'est une irresponsable notoire qui en a fait la démonstration. Perte de ce droit-là. Directement, hein, j'ai pas de temps à perdre. Et si on procédait comme ça pour chaque personne au fur et à mesure, vous verrez qu'on va tomber sur des gens intéressants qui vont commencer à voter, et peut-être qu'on arrivera à quelque chose. Donc ça, c'est immédiat. Et en fait, quelle est l'histoire? C'est que on peut faire que des suppositions hein, pour l'instant, mais visiblement elle était chez un ami. Le premier truc auquel on a envie de penser, c'est que en fait elle trompait son mec, et que elle s'est fait plus ou moins prendre dans une situation bizarre, et que pour s'en sortir elle a été capable d'envoyer au diable énormément de choses. Énormément de choses. Ça, c'est la seule leçon que je veux que vous reteniez. Pour se sauver son petit cul, elle a été d'un truc tout à fait répréhensible qui est l'adultère, qui est la tromperie, qui est... Voilà. Elle a été capable de mettre au feu tout, des choses d'énorme valeur, la morale, les flics, sa famille, elle a tout jeté au feu. Et ça, c'est un comportement que je vois beaucoup trop. Et beaucoup trop, et moi, là je vais parler d'un truc, je vais faire un grand écart, vous n'allez pas comprendre. Le féminisme, plein de trucs dans le gauchisme, les influenceurs hypocrites et tout, cette hypocrisie-là, c'est exactement le même système. Je sais que vous trouvez que j'abuse, etc. Mais c'est des gens qui sont capables de foutre au feu, à la poubelle, leur héritage, la construction d'une société qui marche, qui est paisible, bon, qui a des défauts hein, et qu'il faut corriger, je suis tout à fait d'accord hein, là-dessus, mais qui peuvent foutre à la poubelle
toute leur civilisation, leur famille, leur pays, tout pour s'en sortir plus, vous voyez, pour fuir leurs responsabilités, pour avoir un petit peu de regard sur eux, passer pour des victimes, passer pour des héros, à la pensée, au cœur honnête, etc. Ces hypocrites-là. Je sais que c'est un grand écart, j'en ai bien conscience, évidemment que je les compare pas à cette meuf-là, mais pour moi, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent. C'est des gens capables de tout foutre à la poubelle pour eux s'en sortir leur petit cul et paraître plus noble, ou là, dans ce cas-là, c'est pas pour paraître plus noble, mais c'est pour trouver toute une raison à ce qu'elle soit partie sucer un autre mec un soir, quoi. Mais c'est inadmissible. Donc cette meuf, et plus précisément, en fait, il faut distinguer deux choses. Il y a des choses qui sont difficilement prouvables, malheureusement. Et il y a beaucoup de choses à caractère sexuel qui sont malheureusement difficilement prouvables. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas une bonne chose? C'est difficile à dire parce que on ne peut pas signer. Je sais que faut pas que ce soit mal interprété ce que je veux dire, mais on peut pas signer d'accord de contrat tacite de consentement avant d'avoir une relation sexuelle. C'est n'importe quoi. Ça va à l'encontre justement de toute la procédure qui est une procédure de séduction sur le moment, l'excitation, truc. Donc ça, c'est pour ça que ça pose problème. Mais c'est vrai que c'est très difficile de prouver ça parfois que des meufs ont été abusées ou quoi, quand, à moins que tu fasses des diagnostics médicaux le soir même. Parfois c'est très simple à prouver, et c'est tant mieux, et moi je suis pour punir bien plus que toutes ces féministes et tout veulent, qu'on soit clair. C'est des comportements inhumains qui méritent des sanctions inhumaines, mais parfois le problème c'est que c'est très difficile à prouver, et donc qu'il faut pas confondre les choses qui sont difficiles à prouver et qui ont pu avoir lieu, et un mec peut être acquitté en étant coupable en réalité, donc voilà, ça faut pas confondre ça, et ça peut exister. Par contre, là, je vais parler du cas des mensonges, des dénonciations mensongères qui visent soit à sortir de la merde, ce qui est assez rare, mais là c'est catastrophique ce que je viens d'entendre, soit les dénonciations mensongères pour nuire à la vie de quelqu'un, à ruiner sa réputation, en sachant très bien qu'au pire, quand la vérité éclatera, ce sera trop tard, le mec sera détruit. Le mec ou la meuf, hein, parce que ça peut être dans les deux sens. Donc ça, faut faire très attention à ça. Et moi, c'est très simple, je suis pour une application lorsque le mensonge a été prouvé. Donc c'est pas quand le mec a pas pu être condamné faute de preuve. Quand le mensonge a été prouvé, je suis pour. Alors il peut y avoir des rematrixages de l'histoire, mais là je parle de mensonge catégorique, enfin de fou de A à Z. Hein. Quand le mensonge est prouvé, je suis pour condamner la menteuse à la peine qu'aurait eu, à la peine maximale qu'aurait eu le coupable dans son histoire inventée de toute pièce. Donc là, il faudrait qu'elle soit condamnée. Je sais que c'est très violent, mais malheureusement, il va falloir que ça s'arrête, et pour que ça s'arrête, il va falloir qu'on donne la marche à suivre. Et peut-être qu'on la libérera pour bonne conduite, au bout de quelques mois ou une année. Il faut qu'elle soit condamnée à ce que le viol en réunion qu'elle décrivait avec séquestration, menaces, trucs, ce qu'ils auraient pris dans un pays normal, hein, parce qu'on sait qu'en France, ils auraient pris... j'allais dire deux baffes, mais non, une fessée non plus. Bon, ils auraient rien pris, en gros, bon, ou très peu, ou beaucoup trop peu, pour des vies détruites. Faut comprendre que tu détruis une vie, on détruit ta vie. Je n'accepte pas des sorties parce que t'as bien réfléchi, t'as appris de tes erreurs. Il y a suffisamment d'années pour apprendre de ses erreurs et avoir une éducation. Vous allez tous vous faire enculer, en fait. Vous allez apprendre, t'as niqué une vie, ta vie est niquée, point, barre. C'est comme ça, c'est la vie. Je dis pas qu'il faut leur couper le bras, je sais pas quoi, mais t'as niqué une vie, ta vie sera niquée à vie. À vie, en prison, à vie, j'en ai rien à foutre. Et prison dans le meilleur des cas, hein, parce qu'on a des tas et des tas de cailloux à frapper. Moi, j'ai toujours proposé qu'on aille détruire des cailloux dans un endroit où il fait 40 degrés en hiver, et que, voilà, bon, il y aura peut-être des mélanomes, des trucs comme ça, bon, c'est pas grave. Enfin, tant pis, quoi. Fallait avoir une notion de soi-même avant, un respect de soi-même avant de condamner la vie de sa victime et sa propre vie, d'ailleurs, au passage. Et moi, je suis pour mener, vous savez que j'aime bien les expériences, je vous l'ai déjà dit, je suis quelqu'un de très scientifique, j'aimerais voir si avec suffisamment d'essais et de temps, on peut casser des cailloux en suffisamment petits morceaux, vraiment de la poussière, hein, quasiment, et puis la mettre à pousser, et puis l'arroser chaque jour. Et le premier qui arrive à faire pousser quelque chose, déjà il aura servi la science, et on lui proposera d'aller faire un peu plus de travaux dans un laboratoire, avec un peu plus de droits, quoi. Bon, bref.
Donc voilà pour cette histoire un petit peu rapide. Ouais, c'est un petit peu terrible. C'est un petit peu terrible. Et ensuite, on va finir avec une news un petit peu arc-en-ciel, vu qu'on a un peu de temps. Accueil des LGBT+ à l'école, Pape Ndiaye, alors c'est le nouveau ministre, enfin le nouveau ministre de l'Éducation nationale, il est obsédé par tout ce qui ne concerne pas avoir un niveau correct académique. Le niveau académique en France est de plus en plus bas, on le sait par rapport au niveau mathématique, on le sait par rapport au niveau en français, qui est catastrophique, et là, il y a une obsession pour le délire, des genres, des je sais pas quoi, c'est n'importe quoi. Je lis la suite, ensuite je nuance le propos immédiatement, que je viens de dire. L'enjeu est grave, les conséquences de l'homophobie et de la transphobie sont connues, insultes, harcèlement, mise à l'écart, échec scolaire. On va pas se mettre des œillères, l'homophobie à l'école c'est un truc de fou furieux. Je sais pas comment ça a évolué, mais à mon époque c'était un truc de fou furieux. Le harcèlement en général à l'école, c'est un truc de fou furieux. Le bizutage, enfin, ça porte pas ce nom-là, mais l'école est une espèce de jungle. Certains vous diront exactement quels sont les points positifs, malgré tout, parce que l'adversité aura toujours des points positifs, parce que ça nous forge. Certains vous diront pourquoi c'est un point extrêmement négatif dont on se passerait bien, même pour forger des êtres humains plus sains, etc. Donc, il y a des choses à entendre des deux côtés. Je vais pas dire que c'est stylé d'harceler les gens, de les bisuter, je sais pas quoi. Je peux juste dire que d'expérience, en général, quand tu survis à ça ou que tu te bats contre ça, bah tu en ressors en construction, quoi, ça fait partie de ta construction. Mais j'entends tout à fait, et j'ai même un discours qui serait contre, évidemment, le harcèlement, contre l'homophobie, mais toute forme de discrimination, de moquerie, etc. Mais la réalité, c'est que l'école est ce qu'elle est, c'est-à-dire une énorme jungle où du tous contre tous, quoi. Bon, c'est un endroit qu'on a tous aimé malgré tout, même s'il y a des gens qui en sortent avec beaucoup de traumatisme. Donc c'est un sujet très compliqué, très long, qu'on développera pas, et que de toute façon il faudrait développer à plusieurs pour confronter des points de vue selon moi. C'est un des rares sujets où je veux bien confronter un point de vue pour écouter une discussion, pour écouter ce que les gens ont à dire. Maintenant que j'ai nuancé le propos, tout ça c'est de la poudre aux yeux, et la réalité c'est que il y a une campagne grande d'enseignement dès le plus jeune âge de la sexualité, dès le plus jeune âge de la non-binarité, du choix du genre, etc. Alors qu'on a affaire à des individus extrêmement influençables, que deuxièmement et premièrement surtout l'école n'est pas du tout le lieu pour ça. L'école est faite pour apprendre à lire, à écrire, à compter et avoir un niveau correct pour ensuite entrer dans le supérieur et être compétitif aussi avec les autres pays, hein, et puis même être soi-même, c'est toujours agréable d'être lettré, de savoir parler, de savoir écrire, de savoir argumenter, de savoir développer ses idées, de savoir faire des démonstrations, de savoir ceci, cela, c'est quand même le but de l'école, hein, c'est pas pour rien qu'on y est 8 heures par jour pendant 12 ans, il faudrait quand même se recadrer là-dessus, surtout quand on est aussi pathétique que le niveau des écoles en France, et c'est pas forcément de la faute des profs, hein. Donc voilà, et ça, il y a une énorme dérive là-dessus, voire un agenda, et c'est pas pour rien qu'il y a des lois qui protègent les mineurs, en fait, c'est parce que c'est des gens qui sont extrêmement influençables et qui sont extrêmement, surtout dans le cadre de l'école, soumis à l'autorité qu'on leur présente comme autorité. Quand les enfants ne sont pas faits pour remettre en question l'autorité, il y a l'autorité des parents, il y a l'autorité de l'école, et ils y sont extrêmement soumises, ce qui est normal, ce qui facilite aussi les choses, parce qu'à un moment, il faut que tu acceptes d'être hiérarchiquement à ta place, c'est très important la hiérarchie, même pour la construction de soi-même, mais du coup, ça en fait d'eux des êtres extrêmement influençables. Leurs parents ont une très grande influence sur eux, leurs fréquentations ont une très grande influence sur eux, et le programme scolaire et le système scolaire a une très grande influence sur eux, bien évidemment. Et donc, c'est pas pour rien qu'il y a des lois qui protègent les mineurs, et notamment au niveau des questions sexuelles. Donc c'est absolument aberrant et abject de voir ça. Et si je vous parle de ça, c'est parce qu'il y a eu un retweet d'une meuf qui s'appelle Marguerite Stern. Bon, elle comprend pas qu'elle est à l'origine de ce dont elle se plaint aujourd'hui, parce que c'est une féministe exagérée, on va dire, au début. Et aujourd'hui, elle voit les dérives du délire trans, etc., etc., et des dérives chez les mineurs. Et elle a fait un tweet pour dire « Bonjour Pape Ndiaye, vous êtes visiblement très mal informé, voici ce qui se passe actuellement dans les écoles en France. Tout coming out trans... » À un moment donné, elle parle des lycées, plutôt. À un moment donné, ça concerne plutôt les fins de collège, lycée. Surtout lycée. Tout coming out trans est célébré et fait de vous une personne populaire. C'est la course aux oppressions. Mieux vaut être une fille trans non-binaire, xénogenre, pansexuelle, racisée, musulmane et handi qu'un garçon blanc hétérosexuel.
Les adolescents qui osent s'opposer à l'idéologie transgenre subissent du harcèlement et des menaces sur les réseaux sociaux, tag TERF au lycée, dans les toilettes, etc. Avant d'entrer en contact avec une nouvelle personne, il est désormais d'usage dans beaucoup de lycées de demander ses pronoms à la personne à qui on va s'adresser. Le prosélytisme lié à cette nouvelle idéologie s'immisce dans toutes les discussions, les ados recrachent ce qu'ils entendent sur TikTok où il y a une forme d'emprise sectaire. Le fait de se déclarer trans est devenu une mode et cache souvent des fragilités psy qui doivent être prises en compte, autisme, troubles du comportement, stress post-traumatique, homophobie internalisée, etc. Je sais pas ce que ça veut dire tout ça, mais valider cela, c'est accepter de cacher la poussière sous le tapis. Je reçois régulièrement des messages d'adolescentes qui me racontent ce qu'il se passe dans les cours de récré. Vous devriez également recueillir quelques doléances avant de vous lancer sur ce sujet, car vous êtes manifestement très éloigné de la réalité du terrain. Et je vous le dis, aussi surprenant que ça puisse paraître, j'ai entendu des échos extrêmement similaires. Et dans des lycées de campagne, mes pauvres, c'est-à-dire c'est même pas des grandes métropoles complètement à la mode, je sais pas quoi, même dans des énormes campagnes, il y a des délires de ouais, je suis bisexuel, mais il y a toujours eu ça un petit peu, même au lycée, les meufs qui se découvraient, faisaient un bisou en soirée pour se sentir exister, bon, ça a toujours existé. Mais là, il y a des délires de truc, trans, nana, moi je me sens nana, pour, en fait, on aurait pu s'arrêter au premier tiré, fait de vous une personne populaire, point barre. Les gens veulent attirer l'attention, ça a toujours été ça, les adolescents veulent attirer l'attention, et faut comprendre un truc, c'est qu'il y a deux méthodes pour attirer l'attention dans ce monde. Soit, enfin il y en a trois. Soit vous faites le guignol et le mongolien, soit vous faites ce que en fait il faut faire dans la vie, c'est-à-dire vous attirez l'attention par vos prouesses, par vos achievements, par vos réussites, par vos apports que vous apportez à la communauté, à la société, par votre travail finalement, le fruit de votre travail et de ce que vous montrez et de ce que vous avez accompli. Là, de cette manière, vous attirez l'attention des gens sur ce que vous produisez, ce que vous pouvez partager comme information, ce que vous dites, ce que ceci, cela. Et la troisième, c'est un peu comme faire le mongolien, mais c'est par échec, en fait, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas capable de fournir l'effort qui est très dur et qui est réservé à une petite poignée de personnes, hein, mine de rien, d'attirer l'attention par ses réussites et ses prouesses et ce qu'on a apporté aussi aux autres. Je rappelle que c'est la base aussi du marché. Le marché, là, le capitalisme, souvent décrié, bon, il y a des dérives, hein, mais la base du truc, c'est que une entreprise fleurissante, fonctionne parce qu'elle apporte des choses à sa clientèle et à la communauté. Souvent, les gens qui deviennent riches, c'est parce qu'ils aident les autres. Ça, il faut quand même s'en rendre compte. Un mec qui n'apporte rien, qui n'aide personne, peut-être qu'il va pouvoir faire un braquage sur le lancement d'un produit, mais il peut pas perdurer 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, etc. Au passage, je rappelle que Raptor Coaching Pro existe depuis 2016. Pour les mecs qui se réveillent là depuis Zero to Hero pour chier dans leur froc parce qu'ils ont vu que je leur ai mis 15 galaxies de distance, on est là depuis 2016. Donc ça fait 7 ans en fait. Et oui, ça fait 7 ans. Donc voilà, et moi j'ai eu des retours comme ça. Donc si vous êtes au lycée, n'hésitez pas à nous faire des retours sur l'Instagram, pardon, Attraptor Podcast, vous nous dites en retour et ça sera utile pour tout le monde. Mais moi, c'est vrai que j'ai eu ces retours-là. Plus que de la discrimination, justement, bien au contraire. Bien au contraire. Donc ça, c'était pour couvrir un petit peu ce sujet. Et c'était aussi, puisque je vais faire la relation avec ce qui s'est passé dans le foot, maillot arc-en-ciel, et si les joueurs réfractaires étaient sanctionnés. Ce devait être un week-end sous le signe de la tolérance. Chaque saison depuis 2019, à l'approche du 17 mai, 2019 c'est extrêmement récent, hein, je précise, à l'approche du 17 mai, journée mondiale contre l'homophobie, les 40 équipes de la Ligue 1 et Ligue 2 arborent un flocage arc-en-ciel, message de diversité, d'espoir et d'amour. Ils ont raison de mettre entre guillemets parce que ça c'est un slogan, hein, ça c'est parce qu'en fait qu'est-ce que c'est LGBT, le drapeau, etc. C'est une marque avec un logo et un slogan. Point barre, c'est une marque avec un logo et un slogan et un projet politique, un agenda. Quand ils essayent de nous faire croire que c'est un truc contre l'homophobie, c'est faux. Il y a plein d'homosexuels qui sont pas dans le délire LGBT. Donc il faut bien distinguer les deux, et c'est criminel, et c'est volontaire de la part de tous ces gens, ces journalistes, soit parce qu'ils sont stupides et qu'ils ne connaissent rien, soit parce qu'ils le font par dessein, agenda politique, de faire, de confondre les deux et de rendre les deux homogènes, alors que c'est totalement faux. Ça n'a rien à voir, en fait. Le LGBT n'a rien à voir avec l'homosexuel, les lesbiennes. C'est pas parce que ça s'appelle lesbienne, gay, je sais pas quoi, que ça porte tous les gens de cette
de cette attirance sexuelle. Je sais plus quel est le terme exact, mais vous avez compris. Donc, déjà, la phrase n'a pas de sens. Il n'a pas de sens, d'autant plus qu'ils disent, alors voilà le vice, ils vous font passer ça comme une tradition. Chaque saison, depuis 2019, fils de pute, je crois que les traditions c'était de la merde, les traditions qui ont plusieurs millénaires, et qui donc ont été validées, survalidées, et qui ont du style, et qui ont construit des cultures et des civilisations. Ça, c'est pas bien, c'est réac, les traditions, je sais pas quoi. Par contre, la tradition, chaque saison, depuis 2019, quand même Raptor Coaching Pro et à 3 ans de plus que cette tradition, qu'est-ce que vous inventez, là? Depuis 2019, c'est la tradition, le flocage. Le journaliste refuse de faire le travail de distinction entre le monde politique et l'agenda politique et le football. Pourquoi est-ce qu'ils vont sur le football? Parce que c'est le sport le plus médiatisé, le plus suivi, le plus truc. Donc c'est un moyen d'avoir à peu de frais, je sais pas combien ils payent d'ailleurs leur truc, à mon avis ils l'imposent, parce que c'est la journée, il faut l'imposer. Enfin ils l'imposent très certainement, mais est-ce qu'ils ont pas quand même un contrat où ils payent, parce que c'est de la publicité, hein. C'est de la publicité, pour pas dire de la propagande. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, ils nous font passer ça pour une tradition d'arborer je sais pas quoi, et ils font la confusion volontaire entre le foot, qui est un sport, et je rappelle qu'il y a des pubs, McDo même, ce que vous voulez, autour des stades, ils payent beaucoup d'argent pour être diffusés. Mais ils payent aussi pour être sur le maillot. Il y a des maillots qui sont sponsorisés par tel truc, tel truc, tel truc. Combien paye la journée mondiale contre l'homophobie? Combien paye le truc? C'est une question que je pose. Je sais pas s'il paye ou s'il l'impose. Ça, c'est une question que je pose réellement. Et s'il paye, c'est bien que c'est parce que c'est une marque avec un logo et un slogan, comme je le dis. Donc ils sont perdants en fait dans les deux cas, parce qu'en fait le sport n'a pas à être mélangé à la politique. Et c'est un message politique. Donc ça, j'ai pas lu la suite, que je vous le dis déjà. L'édition 2023 de cette campagne annuelle campagne, campagne, une campagne publicitaire, annoncée par le slogan « Homo ou hétéro, on porte tous le même maillot ». D'accord, mais je rappelle que LGBT, ce n'est pas juste les homosexuels. La journée mondiale contre l'homophobie, ce n'est pas juste les homosexuels, ce n'est pas LGBT. LGBT, c'est lesbienne, gay, trans, bi... Bon, de toute façon, vous mettez des lettres après, on n'a pas fini l'alphabet. Hein. Je lis la suite. Je regrette vivement qu'on n'ait pas 100% des joueurs en France. Je vais lire la suite parce qu'il faut que je m'explique après. Sinon, ça va être mal perçu. Je regrette vivement qu'on n'ait pas 100% des joueurs en France qui se retrouvent dans ce message de non-discrimination, a déploré sur France 2 la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. C'est marrant parce que j'ai regardé un petit peu qui était cette dame. Avant, les ministres des Sports, à tort ou à raison, c'était des anciens sportifs, médaillés, etc. David Douillet, Laura Flessel, etc. Je crois, ouais, Laura Flessel. Là, c'est une haute fonctionnaire qui est devenue genre directrice de la fédération de tennis, et maintenant elle est au ministère. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mal? Je sais pas. Mais en tout cas, on sent qu'elle est très très politicienne dans ses prises de parole. On a perdu de l'authenticité, même si elle était un peu étouffée, des athlètes professionnels qui étaient à cette place avant. C'est essentiel, on est dans un pays qui a toujours promu le respect des autres, des droits de l'homme. Chaque fois, vous avez la démocratie, les droits de l'homme, dans une phrase, c'est pour vous faire passer la pilule. C'est essentiel qu'on puisse tous se retrouver dans un message aussi basique de vivre ensemble. Je pense qu'il est de la responsabilité des clubs, avec un dialogue avec les joueurs, de prendre des sanctions, a-t-elle estimé. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a des joueurs qui ont refusé de jouer le match parce qu'ils ne voulaient pas s'associer au drapeau arc-en-ciel avec tout ce qu'on lui connaît, et sa propagande et son agenda politique, ce qui est tout à fait leur droit. Il faut comprendre une chose. Oui, l'homophobie est répréhensible, est un délit, c'est de la merde, etc., etc. Bien que là, ça concerne pas que l'homophobie. On a le droit d'apporter un regard critique sur la mode des 40 milliards de genres et sur le roleplay, et moi je le développe, ce regard critique, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils pensent. Et on a le droit d'avoir un regard critique sur tout ce qui déborde de cet agenda LGBT. Maintenant, il faut aussi, j'apporte de la nuance à ça, le fait est que, grâce à ce forçage, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de violence, de harcèlement, de choses, et que ça a eu un impact positif sur la vie de tous les homosexuels, de tous les gens qui ont des orientations sexuelles différentes, qui ont des perceptions d'eux-mêmes différentes, etc. Et ça, c'est une bonne chose.
Maintenant, il faut distinguer deux choses. La première chose, c'est qu'il faut arrêter tolérance, tolérance, tolérance. Il y a des choses qui sont intolérables. Il y a des choses qui ne sont pas tolérables parce que il y a des notions de bien et de mal, il y a des lois même, et on n'a pas envie de voir certaines choses qui sont des dérives de tout ça. Et donc je vais pas les citer, mais vous savez à quoi je fais référence. Il y a des choses absolument intolérables, donc arrêtons d'avoir comme base de l'argumentation, oui tu manques de tolérance, oui tu manques de tolérance. La ferme, la moule, les systèmes, les civilisations se sont construites parce qu'ils ont dit ça c'est cool, ça on n'accepte pas, et c'est comme ça. Il y a des choses qu'on n'acceptera jamais, faites-vous-y, et c'est vachement défini par la notion de bien et de mal. Donc ça c'est une première chose. Mais la deuxième qui est beaucoup plus importante, parce que celle-là je pense qu'elle est assez basique, la deuxième qui est beaucoup plus importante, c'est qu'elle remet en cause la notion, qui est devenue risible et devenue humoristique de vivre ensemble. Ça montre à quel point ces gens sont totalitaires, et envisage le vivre ensemble comme le fait que tout le monde souscrive à la propagande qu'ils ont décrétée du moment, hein, parce que ça changera, parce qu'eux ne croient en rien, et ça dépend de qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils veulent vous extirper. Leur vision du vivre ensemble, c'est que tout le monde ait la même opinion. Leur vision de la diversité, et du multiculturalisme, etc., c'est que tout le monde soit un putain de PNJ qui pense la même chose, qui dise la même chose, qui chante en chœur et répète en chœur la doxa, la propagande. C'est ça leur vision de la diversité, c'est ça leur vision de la tolérance, c'est ça leur vision du vivre ensemble. Ils assimilent le vivre ensemble au fait que pour le mieux, c'est-à-dire que pour eux, pour vivre ensemble, il faut qu'on soit tous pareils, on pense tous pareil, on soit tous pareils, on obéisse en fait au gouvernement, on obéisse à ce qu'ils nous disent, on obéisse à la propagande, on obéisse à ceci, parce que c'est dans notre bien bien sûr. Ils ne comprennent pas que on peut, justement, c'est ça l'intérêt du vivre ensemble quand la notion n'était pas risible et galvaudée et complètement ridicule comme elle est aujourd'hui, malheureusement. Le vivre ensemble, c'est que on a beau ne pas être pareil que l'autre, on a beau ne pas penser la même chose que l'autre, avoir des divergences d'opinion, des divergences d'origine, des divergences même de religion, des divergences de ce que vous voulez, on est capable d'accepter que l'autre ait ces différences-là. On est capable de vivre avec lui, évidemment, dans le cadre de beaucoup de règles, de beaucoup de lois, de beaucoup de trucs, c'est un contrat social, mais on est capable de vivre avec ça en se disant, bah en fait, oui, bah il est différent, il pense différemment, il a ceci, cela, ouais, bah c'est pas pour ça que je vais l'éclater en fait. C'est ça le vivre ensemble, c'est je vais me comporter de manière normale, je vais pas faire preuve de discrimination, je peux avoir des opinions, dans mon cœur, dans mon cerveau, je peux avoir parfois des faux clichés, parfois des faux a priori, parfois c'est des phénomènes aussi de protection de soi-même, hein, quand on a ce qu'on appelle des a priori, des préjugés, parfois c'est des mécanismes naturels de comment de survie en fait. C'est qu'on préfère prendre le risque de se tromper que prendre le risque que ça finisse mal. Alors oui, c'est chiant et c'est insupportable et il faut travailler, pas à les déconstruire, mais à chercher leur origine et à comprendre comment est-ce qu'on fait pour que la réputation d'un groupe ou d'un tel groupe soit meilleure. Et ça, bah en fait, ça passe par des balayages des éléments de ce groupe-là qui foutent la merde. Ça, c'est important de le comprendre aussi. C'est pour ça qu'il y a plein d'homosexuels qui ne rejoignent pas le camp, le délire slogan LGBT. C'est parce qu'en fait, ils ont cette vision critique vis-à-vis d'un groupe qui essaye de les utiliser. Et donc, ils essayent de ne pas souffrir d'une réputation liée à ce groupe-là, etc. Donc ça, c'est important. Mais le vivre ensemble, ça m'énerve d'utiliser cette expression parce qu'elle est ridicule et on va m'assimiler à un gauchiste. Mais le vivre ensemble, c'est pas ça en fait. Le vivre ensemble, c'est de savoir qu'il y a des gens qui ont des opinions différentes et de les respecter. Mais il y a des gens, dans leur religion, dans leur mœurs, je sais qu'on dit dans leur mœurs. Je sais que les gens attendent que je dise dans leurs mœurs, mais on dit dans leur mœurs en fait. Mais bon, voilà, dans leurs mœurs, si vous voulez, ils ont des choses qui veulent pour eux. Ils ont des idées, et oui, parfois, bon bah elles sont un petit peu hardcore, parce que les religions, comme vous le savez, sont un petit peu sans pitié avec ce genre de choses, et c'est ça le vivre ensemble, d'accepter que nous on est que soi-même on ait sa vision de la politique, sa vision de la société, sa vision de ce qu'on trouve intéressant ou pas, et que d'autres ne l'aient pas, et tant qu'ils ne nous font pas de mal, tant qu'ils ne nous discriminent pas, tant qu'ils ne nous sais pas quoi, et bah voilà, on passe à autre chose, et on ne doit pas imposer notre vision pour avoir cette unicité, et c'est ça la vision du vivre ensemble, de je sais pas quoi, de ces gens-là.
c'est que vous soyez tous des gros PNJ avec gravés sur votre épaule des tatouages ou sur votre front, des tatouages d'esclaves, de leur slogan avec leur logo. Logo Black Lives Matter, logo LGBT, logo ceci, logo tous vaccinés, tous protégés, logo truc, truc, truc. Et ils nous font chier, en fait. Ils nous font chier, et ça déclenche des réactions, en fait, de défense. Et c'est pas bon, parce qu'en fait, ça fait monter les tensions entre les gens pour rien. Donc ils nous emmerdent. J'ai souligné l'apport positif du truc malgré tout, parce que c'est la vérité, et personne de sensé, d'intelligent et de bon au fond de lui n'a envie que ces gens-là soient discriminés, soient insultés, soient moqués, soient pointés du doigt, etc. Même si je suis le premier à faire des podcasts où je me fous de la gueule de plein de catégories de gens, hein, on est bien d'accord, mais pas fondé sur des choses qu'ils n'ont pas choisies, des attirances, etc. Mais là, c'est un mouvement politique de propagande et qui vise à unifier, homogénéiser les pensées pour avoir des esclaves. Et une fois qu'ils vous ont dominé sur un sujet, ils vont vous dominer sur tous les sujets et ils vont vous forcer à vous prendre, ils vont installer, ils vont faire double-clic, exécuter, ils vont mettre des points exe dans votre cerveau et installer tout leur logiciel de merde parce que en fait, vous aurez cédé une fois, deux fois, trois fois et vous serez une coquille vide, apte à vous faire brancher comme dans Matrice là par derrière, et on va pas vous apprendre le kung-fu en fait. on va vous apprendre à être un énorme cuck. Donc je voulais vraiment en parler parce qu'il faut avoir une approche intelligente, pas insultante, respectueuse. Je pense qu'il y a des gens qui ont énormément souffert de ce genre de discrimination, etc. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a une discrimination qui est tout à fait acceptée, encouragée, c'est la discrimination politique. Sur des bases des opinions qu'on peut avoir, on est discriminé de tout, d'absolument tout, de son travail, d'un logement, des accès à l'emploi, des accès à la télé, des trucs, et c'est ces mêmes gens hypocrites qui nous parlent d'égalité, et qui changeront d'opinion politique le moment où l'opinion politique en question sera plus favorable pour leur vente, pour leur accès à l'emploi, pour leur attention, parce qu'on est dans une économie de l'attention, pour tout ça. Donc c'est pour ça que ces gens-là sont des rigolos. Moi, je ne les respecte absolument pas. Ce sont des hypocrites qui sont capables de suivre ce qui les servira le plus parce qu'ils n'ont pas de valeur, ils n'ont pas de colonne vertébrale. Méfiez-vous de ces gens-là. C'est tout pour cette longue revue d'actualité. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau 10 000 pas. Partagez, s'il vous plaît, partagez énormément. Bon, laissez 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast. Partagez-le à au moins 2 personnes de votre entourage. Partagez-leur le contenu, partagez-leur peut-être la rubrique d'actualité, si vous sentez qu'ils ont ils ont besoin d'entendre ces choses-là, parce que je rappelle, ce n'est pas dit... Enfin, c'est presque nulle part dit ailleurs, et en tout cas certainement pas avec ce niveau d'argumentation, de nuances que j'essaye d'apporter, et de traitement de l'information. C'est pas du ah qu'est-ce qu'ils sont bêtes, avec des mèmes toutes les 2 secondes. Hein. Je rappelle que même mes vidéos, quand elles étaient comme ça, un style que beaucoup m'ont pris après, elles étaient intéressantes à argumenter. J'ai toujours mis un point d'honneur à argumenter et à avoir quelque chose d'intestable. Donc, s'il vous plaît, partagez mes épisodes de 10 000 pas, et faisons en sorte que les gens deviennent un petit peu plus raisonnables sur tous ces sujets-là, et qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas obligés de devenir des putains d'esclaves, des putains de PNJ homogénéisés, uniformes, et qu'ils ont le droit de réfléchir par eux-mêmes, et que ça fait pas eux des méchantes personnes, et qu'ils se rendent compte un petit peu de la manipulation qu'il y a derrière tout ça. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt, c'était le Raptor, ciao.